La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Vous pouvez voir ce qu'on appelle familièrement son petit sifflet ou encore son zizi. C'est plus qu'une copine, un copain ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelqu'un que tu aimes plus. Des millions de fois une copine, quoi, pour moi. Oui. Afin de nous ôter nos complexes, on nous donne des cours sur le sexe. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Vous saurez tout sur le zizi. Ainsi chantait Pierre Perret en 1974 alors que la France venait d'introduire ses premiers cours d'éducation sexuelle à l'école. En Belgique aussi, les 70s voient débarquer l'éducation sexuelle et affective dans les écoles sur base volontaire dans celles qui le souhaitent. Mai 68, la pilule, le mouvement de libération sexuelle sont passés par là, mais l'histoire de l'éducation sexuelle est loin d'être un long fleuve tranquille. Résistance des milieux conservateurs, arrivée du sida, affaire du trou, MeToo, question de genre, l'éducation sexuelle ne cesse d'être remise en question par les événements. La polémique actuelle sur l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, n'est qu'une étape de plus dans cette histoire mouvementée de plus de 40 ans que nous vous racontons aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Oui, on s'est dit qu'il nous fallait tenter l'exercice difficile, en pleine polémique, de raconter l'histoire de l'éducation sexuelle à l'école. Vous le savez certainement, plusieurs écoles ont brûlé, des manifestations rassemblent des centaines de personnes à propos de l'EVRAS. Nous n'avons pas pour ambition de clore cette polémique ou de tenter de donner raison à l'un ou à l'autre des protagonistes, mais on s'est dit que ça valait la peine de voir d'où l'on vient en matière d'éducation sexuelle pour se donner du recul, de la perspective et nous permettre de poser un jugement le plus éclairé possible de cette affaire. Alors raconter l'histoire de l'éducation sexuelle à l'école n'est pas si simple pour une émission comme la nôtre, comme l'Histoire continue, parce que les archives sont rares, peu de reportages radio ou télé ont été consacrés ces dernières années à l'éducation sexuelle, sur les 40 dernières années, ce qui montre peut-être que le sujet suscite plus de controverses aujourd'hui que dans les années 70. Oui, mais par contre, nous avons des traces précieuses. Ce sont les documentaires de la télévision scolaire. La télévision scolaire, qui existait depuis les débuts de la télévision, déjà dans les années 50, la télévision scolaire qui ne s'intéresse pas à la sexualité avant 1973, année charnière, on l'entendra. Cette année-là, la télévision scolaire se lance elle aussi dans l'éducation sexuelle et affective, ce qui nous donne une bonne idée du contenu des programmes d'éducation sexuelle de l'époque. Alors pour en parler avec nous, deux observatrices et actrices de cette histoire, Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et psychanalyste, vous travaillez également comme directrice du département études et stratégies du Centre d'action laïque. En un mot, pour vous, que nous apprend l'histoire de l'éducation sexuelle à l'école si on la regarde depuis aujourd'hui? Elle nous apprend qu'en Belgique, on aime bien pousser sur le frein. Voilà. On freine. Et on freine avec une lecture qui est très verticale, ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas. Alors qu'aujourd'hui, le travail qu'on fait, c'est on part des questions des enfants vers des réponses qu'on peut leur apporter. Avec nous également, Lola Clerveul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial. Vous donnez un cours sur l'histoire de l'éducation sexuelle à l'ULB. Même question qu'à Sylvie Losberg. En un mot, que nous apprend l'histoire de l'éducation sexuelle à l'école ? Si on regarde un peu en arrière, on se rend compte que l'histoire de l'éducation à la sexualité, elle est évolutive et elle va répondre à des enjeux très différents selon les époques. Et elle est intimement liée à l'histoire des centres de planning familial. Allez, on se replonge dans nos archives, direction 1973. « 1973, dans une rue calme d'une cité comme les autres, deux petites filles cherchent leur chemin. Les latines, les perches, les oiseaux, avenue des Passants, ça doit être là. Elle regarde une carte, la retourne, regarde autour d'elle et hésite. Et les passereaux, ça doit être dans cette rue. À gauche, à droite, elles choisissent finalement la droite. On va voir? Oui. Bien, non. Puis une voix s'adresse aux enfants. Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais
vous avez réalisé beaucoup de progrès depuis votre naissance. Ces progrès sont arrivés petit à petit. Ainsi commence le documentaire « Je grandis, je change ». C'est un épisode de la télévision scolaire produite par la RTBF et diffusée le 8 novembre 1973. C'est la toute première trace audiovisuelle d'une forme d'éducation sexuelle à l'école primaire. La télévision scolaire, à l'époque, est considérée comme une mission de service public et est un support pédagogique important pour les enseignants. Voyez ces bébés. S'agit-il de filles ou de garçons? Ce bébé, qui ne semble pas être tellement à son aise, est bien, lui, un garçon. Vous pouvez voir ce qu'on appelle familièrement son petit sifflet ou encore son zizi. Mais pourquoi ne pas l'appeler par son vrai nom, c'est-à-dire le pénis ou la verge? C'est par son pénis que le bébé urine. Derrière son pénis, il y a une sorte de petit sac de peau, les bourses, à l'intérieur desquelles se trouvent deux glandes que l'on appelle les testicules. Il y a 40 ans, cet épisode qui apparaît aujourd'hui désuet est en réalité une petite révolution. Ce que la maman de ce bébé va enduire de pommade, c'est la partie du corps que l'on appelle la vulve. La vulve est constituée de 2 bourrelets de chair. Lorsqu'on les écarte, on voit dans le creux de la vulve 2 petits trous, 2 orifices. Le premier par lequel le bébé fait pipi, urine. C'est pour ça qu'on l'appelle l'orifice urinaire. Et le deuxième, qui est l'entrée d'un conduit intérieur, d'un couloir qui s'appelle le vagin. Le documentaire montre les corps qui changent. Après le bébé, mis au sein, des enfants jouent et prennent leur bain. Le reportage s'attarde longuement à expliquer la puberté. Pourquoi sont-ce des carrés? Parce que ce sont des quadrilatères. Ne croyez surtout pas que vous avez fini de changer. Au contraire, vous êtes maintenant à un tournant de votre vie. Nous avons donc là toutes les caractéristiques des carrés. Alors, Fabienne, indique un peu... Vous allez bientôt vivre, vous la vivez peut-être déjà, une nouvelle période qui fera de vous plus tard un adulte, un homme, une femme. Mais comment cela va-t-il se passer? Cela se passera comme ça s'est passé chez tous les autres hommes et chez toutes les autres femmes. Cela se passera à la fois dans votre corps et dans votre esprit. L'appareil reproductif est expliqué et montré en détail. Mais le documentaire s'attache aussi à expliquer les émotions, la manière dont la vie évolue. Dans ma chambre, par exemple, ça a changé, quoi. Enfin, quand j'étais petite, il y avait encore des poupées qui traînaient sous mon lit ou quoi. Bien que j'ai jamais joué beaucoup à la poupée, mais enfin, maintenant, je les ai rangées dans une armoire. Puis, j'écoute plus souvent des disques. Quand j'étais petite, je faisais pas. Parce qu'on est beaucoup plus libre, je trouve. On se rend plus compte de ce qu'on fait. Enfin, on commence plus à juger, à discuter. Mais mon caractère, je sais pas, mais par exemple, quand je suis pas d'accord avec un prof, avant, je restais dans mon coin, je ne lui disais rien, tandis que maintenant, je lui dis ce que je pense. Et avec les parents, on devient de plus en plus franc. Je n'ai pas souvent les mêmes idées que mes parents. Enfin, des fois, je les traite d'arriérés. Ce film, réalisé par Paulo van den Hove, est diffusé à une année charnière, 1973. C'est dans ces années qui suivent
la libération sexuelle de mai 68 que les premiers centres de planning familial diffusent dans quelques écoles des informations sur les moyens contraceptifs et la santé sexuelle. Tu sais déjà des choses ? Oui, quand même. C'est que pour les militantes et militants du planning familial, la question de la contraception est aussi une question d'éducation. Papa, j'ose pas en parler avec lui. Maman m'a dit... C'est aussi en 1973 qu'éclate l'affaire Willie Pearce. Médecin qui pratiquait des avortements de manière illégale, il fut arrêté brièvement, mis en prison. Sa conférence de presse, début 1973, suscite un écho immense. Un des arguments de ceux qui sont contre l'avortement est de dire qu'on détruit une vie. Voilà la question qui m'est posée. C'est une très bonne question aussi. C'est parce que je suis, et avec moi tous ceux qui se sont manifestés sur les mêmes positions ces dernières semaines, c'est parce que je suis pour le respect, pas de la vie, mais de la vie et de la personne humaine, que je suis pour l'avortement, dans certaines conditions. Alors que Willie Pearce commence à faire bouger les lignes sur l'avortement, en France, cette même année 1973, une circulaire instaure officiellement l'information sexuelle dans les établissements scolaires. C'est une première, mais uniquement dans le cadre du cours de sciences naturelles. L'événement marque la France. Et d'ailleurs, l'année suivante, à l'été 1974, il débouche même sur un tube. Pierre Perret chante le sexe masculin uniquement. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Zizi. Mais quelque chose a néanmoins changé. Quand je suis dans ma chambre toute seule, j'aime danser. C'est tout ? Non. En Belgique, de plus en plus d'écoles organisent des cours d'information sur la sexualité. En 1974, un deuxième documentaire est produit pour la télévision scolaire toujours. Contrairement à celui de 1973, ce documentaire s'attarde plus longuement sur les difficultés de dialogue entre les adolescents, adolescentes et les adultes. Des jeunes déambulent dans un centre commercial. Ils s'attardent devant les affiches d'un cinéma porno. Allez, partez. Va voir les images de Blanche-Neige, c'est beaucoup mieux. C'est pour votre âge. Allez. Ça, c'est égal, mais c'est pas pour vous. Ils nous considèrent encore comme des enfants, ils ne comprennent pas bien. Et quand on sort une réplique qui ont du sens, ils ont l'air assez étonnés. Ils se rendent compte peut-être qu'on est quand même devenu un peu plus vieux, un peu plus mûr, plus âgé. Autre nouveauté abordée dans ce documentaire de 74, la question des règles est pour la première fois abordée sans tabou. Tu as tes règles et tu as pris un bain ? Bah oui, bien sûr, il faut bien que je me lave, mais à ce moment-là. Et tu peux aller nager ? Oui, mais alors je mets un tampon. Enfin, j'en mets quelques fois. Je vais quand même pas aller nager avec une brosse hygiénique. Un tampon, ça se met dans le vagin, hein ? Oui, ça se met dans le vagin. Alors on dit qu'on est plus vierge qu'on en met un ? Oh non, ça n'a absolument rien à voir avec la virginité. Ces documentaires de télévision scolaire donnent le ton de l'éducation sexuelle qui était donnée aux adolescents et adolescentes dans les écoles en ce milieu des années 70. À l'entrée du vagin, il y a une petite membrane circulaire, l'hymen. Les hymens sont très différents d'une fille à l'autre. Ils peuvent être plus ou moins larges. Cela facilite l'introduction d'un tampon qui est très mince. Au début, axé sur la puberté, la sexualité reproductive et l'anatomie, la dimension affective commence à prendre de plus en plus de place. L'amour, le plaisir, le sexe ne sont plus seulement enseignés comme un moyen de reproduction,
La pilule, la contraception sont passés par là. Mais avec les années 80, cette évolution de l'éducation sexuelle va brusquement s'arrêter. Un nouveau fléau est apparu, c'est le sida. Il a déjà terrassé l'acteur Rock Hudson, mais il touche bientôt toutes les classes de la société. Maintenant, j'aurais peur d'aller chez un dentiste et lui dire que je suis séropositif. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Jouer les ignorants? Ne pas dire que je suis séropositif? Et contaminer la plupart des dentistes qui vont Enfin, non, pas la plupart. Mais le jour qui va être coupé, contaminer le mec. Le sida fait son apparition. Et avec lui, la priorité de l'éducation sexuelle devient la protection. Plutôt que de parler d'amour, on parle aussi et surtout désormais de risques, de maladies et de préservatifs. C'est le temps des cours d'éducation sexuelle où le formateur se présente avec une banane pour enseigner aux adolescents comment enfiler un préservatif, suscitant souvent des rires gênés de l'assemblée. Les centres de planning familial sont assaillis de demandes de formation des écoles. Le sida est devenu en effet le sujet majeur de ces années 80. Il obscurcit l'horizon de toute une génération. Il faut attendre le début des années 90 pour que la peur du sida soit un peu surpassée et n'empêche pas le retour d'une éducation sexuelle axée sur les émotions, l'amour et l'autonomie des individus. Mais en 1996, tout change, et une nouvelle fois, brutalement. Laetitia Delay, disparue durant 6 jours, et Sabine Dardenne, disparue, elle, depuis 2 mois et demi, rentre chez elle. Pour les fillettes et leur famille, c'est la fin d'un cauchemar. 2 jours plus tard, après la joie, c'est l'horreur. On découvre les cadavres de Julie et Mélissa, disparus à Grasse-Sologne 14 mois plus tôt. Les années du trou inaugurent une ère de soupçons. Après le sida, la sexualité est à nouveau dominée par le risque, mais cette fois-ci, celui de la pédophilie. La méfiance s'installe, les adultes qui travaillent à l'éducation sexuelle en milieu scolaire sont parfois stigmatisés. L'éducation sexuelle s'adapte, vaille que vaille. La prévention de la maltraitance devient la nouvelle priorité. L'accent est mis sur la notion de consentement et le respect des corps, le corps des enfants, dès le plus jeune âge. Un nouveau concept apparaît, la bientraitance. Retour chez nous, l'éducation sexuelle commence dès le plus jeune âge. Une cassette vient de sortir à l'intention des parents et des milieux éducatifs. Cette cassette fait partie d'une série sur les relations parents-enfants et présente quantité de témoignages émouvants autour de l'idée de la bientraitance. Lucette Simon a choisi quelques extraits pour nous. Elsa, elle est dans la bande des garçons. Ah, Elsa. Et Elsa, est-ce que c'est quelqu'un d'important pour toi? Oui, c'est plutôt pas une amie, mais plus qu'une amie. Une vraie bonne copine. C'est pas tout à fait ça. Comment tu m'expliques? C'est plus qu'une copine, un copain ou quelque chose comme ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un que tu aimes plus? C'est des millions de fois une copine, quoi, pour moi. Ah oui. C'est quelqu'un de très important, alors. C'est pas que ça, c'est aussi mon amoureuse. L'affectif et la construction de l'identité sexuelle est un domaine très délicat. L'apprentissage se fait dès le début de la vie. Dans le contexte actuel, les parents sont parfois un peu déconcertés. On parle de pédophiles, on parle de plein de choses. Et nous autres, on est là face à un bébé qui a 10 jours. Oui. Et on se dit, mais oui, d'accord, je dois vraiment réserver. C'est ça, c'est son intimité. Mais n'empêche que je change un linge, je dois la nettoyer. Mais donc, on se finit par se demander, mais je peux pas ou je peux ou tellement c'est mis en grand comme ça à la face du monde. Comment les parents peuvent-ils jouer un rôle structurant positif quand on sait que les traces des gestes de notre enfance sont indélébiles dans la mémoire? Face à toutes ces nouvelles questions,
la demande des écoles ne fait qu'augmenter. De plus en plus de centres de planning familial, mais aussi des centres psychomédico-sociaux, des services de promotion à la santé, à l'école, dispensent des formations EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. D'autres organismes, parfois liés à l'Église catholique, ou d'autres, dispensent aussi ces formations sans partager les orientations des centres de planning familial. Et donc, au début des années 2000, le paysage de l'éducation sexuelle est très varié et très inégal, puisque certaines écoles en organisent, mais d'autres, pas du tout. En 2012, un décret fait de l'EVRAS une mission obligatoire de l'école. Il faudra encore une dizaine d'années pour qu'un guide rassemble les acteurs concernés et que l'obligation entre réellement en vigueur. La première, l'histoire continue. Hélène Maquet, Bertrand Haine. On essaye donc de comprendre aujourd'hui ce qui nous relie à ces premiers cours d'éducation sexuelle dans les écoles, à la situation très polémique de l'EVRAS aujourd'hui. Sylvie Losberg, je rappelle que vous êtes historienne, psychanalyste. Revenons au début de ces années 70. Ce qu'il faut souligner d'abord, c'est que tout commence par le bas. Ça part des demandes dans certaines écoles, des militantes et des militants des centres de planning familial qui dispensent les premières formations. C'est une affaire d'engagement au début. Oui, mais qui répond quand même à ce qu'on entend dans le reportage, c'est-à-dire qu'on a en Belgique une situation assez catastrophique par rapport à la santé sexuelle, particulièrement des filles, avec la question de l'avortement qui arrive avec l'arrestation de Willy Peers en 74. Et dans la foulée, il y a une volonté quand même de faire face à ce fléau. Il y a des femmes qui meurent en Belgique à cause des avortements clandestins. Et donc cette question de la santé des femmes, je pense, est un élément vraiment déclencheur au début des années 70. C'est le moment où vraiment on se rend compte que c'est de la santé. Oui, et aussi vous avez tous les mouvements féministes des années 70. Je veux dire, il y a Simone de Beauvoir qui vient en Belgique. On a vraiment une mobilisation des milieux féministes et des milieux de centres de planning qui font de l'information à la contraception, parce que je rappelle que l'avortement est dans le code pénal jusqu'en 1990 en Belgique, et il le restera, mais de manière un peu dépénalisée partiellement. Mais donc ça met beaucoup de temps pour rencontrer finalement une question qui est une question de santé publique à la base. Oui. Lola Clerveul, je rappelle, vous êtes directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial. Alors ce qui est intéressant, on l'entend dans le documentaire, ce sont les centres de planning familial qui sont vraiment à la manœuvre au tout début. Ils commencent à fleurir, je pense déjà dans les années 60, cette histoire est longue, mais alors là il y a aussi plusieurs tendances. Il y a les laïcs, vous représentez les pluralistes. Peut-être d'abord un mot là-dessus sur... Bon, c'est pas tous les centres nécessairement qui jouent un rôle, mais ils vont aussi se parler, ils vont aussi s'entendre entre différentes tendances. Lola Clerveul. Oui, tout à fait. Alors, le premier centre de consultation, il est même antérieur à ça, puisque c'est le Centre des femmes prévoyantes socialistes et qu'il ouvre en 1934. Ah oui, donc c'est vraiment très ancien. C'est très ancien. Effectivement, les centres de planning comme on les connaît aujourd'hui, ils vont émerger dans les années 60 avec deux tendances assez différentes. D'un côté, on a des centres qui sont plutôt d'obédience catholique et qui vont faire de l'accueil pour des couples avec des difficultés conjugales. Et puis de l'autre côté, on a les centres laïques qui vont mettre plutôt l'accent justement sur les questions médicales et les questions de contraception et d'avortement un peu plus tard. Et donc le pluralisme là-dedans, qu'est-ce que ça vient faire ? C'est l'idée qu'on peut faire une synthèse, on peut offrir une offre plurielle dans un centre, puisque finalement la personne qui se présente dans le centre, elle veut avant tout avoir affaire avec un professionnel qui réponde à ses questions, mais finalement peu importe son orientation philosophique. Et donc l'enjeu du pluralisme, c'est d'arriver à réunir des professionnels qui soient catholiques, laïques, dans un même endroit pour offrir une offre variée et complète. Alors peut-être Sylvie Losberg, on n'a pas retrouvé dans les archives, enfin moi j'ai pas retrouvé beaucoup, de débats, de polémiques. Ouais, on a ces télévisions d'éducation scolaire, mais il n'y a pas beaucoup de sujets consacrés à l'époque, dans les années 70, sur, par exemple, ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'EVRAS, des mouvements d'opposition, etc. Il y en a eu. C'était une histoire compliquée, c'était une histoire de polémique et de controverse, ou ça s'est fait naturellement ? Mais je pense que le débat vit différemment dans la population que dans le monde politique. Dans la population, les personnes sont confrontées à des difficultés, à des questions, et donc vont essayer de chercher l'information, chercher un
un accompagnement dans les centres de planning, de consultation. C'est quand même un moment, je dirais, où le politique doit se saisir de cette question, et c'est là qu'on voit que ça va crisper, parce que... il n'y aura pas de soutien politique unanime, c'est ça que vous voulez dire? Unanime, non. Disons que ça vient surtout des bancs de la gauche, avec des décrets. Le premier en 84 qui parle de parenté responsable. Donc on parle contraception, parenté responsable. On ne dit pas avortement, puisque c'est toujours un crime. Et donc on voit que jusqu'en 2012, au moment où c'est inscrit dans les missions de l'enseignement, on a majoritairement et successivement des ministres catholiques de l'éducation en communauté française et qui refusent en fait qu'il y ait une labellisation, c'est-à-dire qu'on sache qui rentre dans les écoles et qu'il y ait une généralisation. Et ils vont créer des tas de dispositifs, je dirais un peu factices, comme des cellules bien-être où on va parler de la bonne bouffe, la malbouffe, et puis de temps en temps on va parler un peu de contraception. Donc ils vont vraiment essayer de freiner, parce qu'il y a aussi une question qu'on a entendue dans le reportage, c'est la question de l'homosexualité. Et là, je crois qu'on a vraiment un élément qui, en plus de l'avortement, est vraiment polarisateur. On va y venir, les questions d'orientation sexuelle, d'identité de genre, etc. C'est ce qui crispe aujourd'hui. Avant d'y venir, Lola Clarvol, c'est intéressant quand même d'entendre sur le contenu de ces premières télévisions scolaires en 1973-1974, on est presque face à un cours d'anatomie, de biologie. La première phase de l'éducation sexuelle, elle est vraiment liée à la connaissance du corps des êtres humains, des hommes, des femmes, etc. Oui, à la connaissance du corps. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point il n'y a pas de fausse pudeur dans ce reportage et qu'on va vraiment avoir une attention utilisée. On ne pourrait jamais dire ça aujourd'hui à la télévision. Et montrer les enfants nus, par exemple, on le ferait sans doute plus. Oui, et ici, on voit qu'il y a une attention à utiliser les mots justes. Alors, c'est quelque chose qu'on défend toujours dans les animations aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des mots qui crispent. Utiliser les mots vulve, pénis, sur une radio publique, ça peut encore interpeller. En plus, il faut bien se dire qu'il y avait l'image. Oui. On l'a fait, on vous l'a fait simplement écouter, mais en vérité, c'est des images en gros plan. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Après, comme l'a montré le reportage, l'affaire du trou est passée par là. Donc, on est rentré dans un rapport aussi au corps qui était très différent, avec tout un tas de questions, comme la maman qui est interviewée l'explique, le rapport au corps du bébé, au corps des enfants. Donc, voilà. Oui. Mais c'est peut-être pour ça, Sylvie Losberg, alors que je ne sais pas si on peut parler de plus grand consensus, mais quand on parle de biologie, d'anatomie, il y a peut-être ça polarise moins que les sujets d'aujourd'hui. Dans ces premiers sujets de 73-74, on parle très peu de contraception, on ne parle pas d'homosexualité, par exemple. On a bien entendu, on est soit un homme, soit une femme. Enfin, je veux dire, dans le reportage, c'est comme ça qu'il parle. On parlerait peut-être plus comme ça aujourd'hui, Sylvie Losberg. Mais il y a une dimension qui m'apparaît quand même dans la succession des extraits très intéressants, c'est l'absence du plaisir. Donc, on parle d'anatomie et on regarde la vulve et elle dit qu'est-ce qu'on voit? De petits trous, on voit pas de clitoris. Le clitoris n'existe pas. À l'époque, non. Voilà. C'est vrai. Et donc, la notion de plaisir de l'enfant, et en tant que psychanalyste, je suis parfois confrontée à des enseignants qui me disent mais les enfants, ils n'ont pas de sexualité. La sexualité, c'est la puberté. Alors que, bien sûr, l'enfant a une sexualité orale, un plaisir oral, la tétée, etc., et puis anal, et puis génital, et que donc ça se déploie tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Et cette notion de plaisir qui vient aussi toucher à la question de l'homosexualité, puisque les homosexuels ne font pas l'amour pour avoir des enfants, ils font l'amour pour avoir du plaisir. Cette notion de plaisir, je pense, est vraiment importante à mettre en évidence. Elle vient petit à petit dans l'histoire de l'éducation sexuelle, Lola Clarvol. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais à l'époque, effectivement, on est centré sur la dimension procréative, en fait, reproductive. Là, on est un pays catholique, donc là, c'est ça en Belgique. On fait l'amour pour avoir des enfants, jusque dans les années 70-80. Et c'est beaucoup axé sur la puberté. Bon, ça c'était le choix éditorial de l'époque. Mais alors le plaisir va venir un peu plus tard, dans les années 80-90. On commence à plus réfléchir comme ça. Bah oui, puis au moment où on va, comme dit Sylvie, découvrir le clitoris. Je rappelle qu'il est apparu dans les manuels de sciences dans les années 2017, je crois. Voilà. Ah oui. Oui, donc très tardivement. Avant, on ne savait pas que ça existait. C'est quand même frappant. On savait que ça existait, mais on ne savait pas. Oui, on ne voyait pas anatomiquement. Donc ça veut dire jamais représenté dans sa totalité. Il y a quand même un aveuglement par rapport à la question du plaisir, je crois. La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Comment est-on passé de ces premiers cours d'éducation sexuelle dispensés dans les écoles au début des années 70 à l'EVRA, celui donc de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui fait
temps polémique chez certains maintenant. Peut-être repasser rapidement, on l'a entendu dans le documentaire, mais il y a la libération sexuelle, puis il y a les années 80, les années SIDA, où je prenais l'image de la banane où on apprenait à enfiler un préservatif, mais c'est vraiment, ça s'est tout d'un coup, Sylvie Losberg, centré sur la protection et le risque. C'est devenu, il n'y avait plus que ça, quoi, quasiment, pendant certaines années. Oui, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a eu beaucoup de fausses informations sur le sida, que c'était une épidémie mondiale et que on n'était pas du tout au fait de comment ça se transmettait. Voilà, on avait une lecture très... Il y avait un déficit d'information, absolument, et aussi parce que ça touchait majoritairement la communauté homosexuelle masculine. Et je me souviens qu'à Bruxelles, il y avait un groupe qui s'appelait Antenne Rose, qui essayait de créer au fond un discours là-dessus. C'était très très difficile. On avait quand même la chance que dans le personnel politique, il y avait des homosexuels, puisque bon, voilà, c'est quand même une partie de la population qui est représentée un peu partout, et qui ont aidé à ce que on parle du sida comme d'une maladie et non pas comme d'une punition divine. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, on est quand même encore dans cette lecture en Belgique où la Belgique est considérée comme un pays catholique. On est encore sous Baudouin. Et je dirais le discours officiel, pour se détacher de cette lecture-là, il faut quand même beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. Ça ne se fait pas naturellement. Il faut vraiment rompre les tabous, éclairer, informer, et de la question de la prévention, je dirais, c'est vrai que ça a changé les choses, mais regardez par rapport à la pédocriminalité, aux abus dans l'église, et l'affaire Dutroux, c'est un prédateur, voilà, mais l'inceste en Belgique, c'est un réel problème. La prévention aujourd'hui ne se fait pas, et on a 2 à 3 enfants par classe qui sont incestés. Donc la question quand même, elle mérite d'être déployée dans le temps avec les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Oui, ça c'est intéressant, Lola Clarvel. Il y a donc, on l'a entendu, l'affaire Dutroux qui éclate, et tout à coup l'adulte comme prédateur. Ça va aussi changer les choses. Et c'est vrai, Sylvie Losberg le disait à l'instant, on parle de pédocriminalité, encore très peu d'inceste. C'est des années qui vont être compliquées aussi. Oui, c'est des années compliquées où on va essayer dans les animations d'outiller, mais dans un climat de panique, on va essayer d'outiller les enfants pour se prémunir des abus sexuels. Et moi, je me souviens d'une petite BD que j'avais reçue à cette époque-là, qui montrait tout un tas de situations. C'était cauchemardesque, en fait. On montrait la babysitter abusive, le monsieur qui donne des bonbons à la sortie de l'école, je sais pas quoi, un vieux monsieur sur une histoire de promenade à poney. Enfin, voilà. On était vraiment dans un climat assez anxiogène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des enjeux différents, puisque au fur et à mesure que le temps passe, des études se font. Et effectivement, aujourd'hui, on montre que le premier risque pour les abus sexuels, c'est au sein des familles. Et comme le dit Sylvie, les études montrent que ça concerne 2 à 3 enfants par classe. Et donc, on est peut-être un peu sorti aujourd'hui on est en train d'essayer de sortir de cette figure de l'ogre ou du vieux monsieur au coin de la rue pour montrer qu'il y a d'autres risques à d'autres endroits. Oui, ça c'est sur les contenus. Il y a encore d'autres éléments, évidemment les questions d'identité, on va y venir, mais alors sur l'organisation, c'est les centres de planning qui sont vraiment à la manœuvre, il y a aussi les PMS, d'autres. Et alors il y a aussi des groupes qui ont des opinions plutôt contraires aux vôtres, voilà, sur les questions de santé sexuelle, par exemple sur la question de la contraception, qui la refusent, qui viennent dans les écoles, parce que jusque dans les années 2000, n'importe qui peut faire ce type de formation. Mais même jusqu'à aujourd'hui, en fait, oui, ce que l'accord de coopération prévoit, c'est justement une labellisation des acteurs pour éviter qu'il y ait des propos problématiques dans les animations, et notamment... Parce qu'il y en a eu. Oui, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle ? Mais concrètement, on a alors, il y a différents cas. Il y a les personnes qui vont venir avoir un discours anti-IVG très prononcé, et donc qui vont faire peur aux jeunes filles en disant vous allez être stérile, vous allez le regretter, vous allez mettre votre vie en l'air. C'est des cas d'exception où on parle quand même d'organisations qui étaient assez fortes sur le terrain de l'éducation sexuelle. Alors, est-ce que c'était une majorité ? Je ne crois pas. Non, pas une majorité, mais c'était sensible. C'était présent. Donc, il y a cette question-là, la question de la contraception. Donc, des organisations qui vont venir avec des discours prenant l'abstinence, la virginité avant le mariage, et du coup, qui répond pas du tout aux besoins des ados qui ont besoin d'avoir cette information sur la contraception. Voilà. Et puis des propos, effectivement, sur l'homosexualité qui sont dérangeants aussi. L'homosexualité perçue comme une maladie.
maladie, perçue comme une passade aussi. Voilà, vous allez pouvoir vous en sortir, ce n'est qu'une passade adolescente. Voilà, c'est des choses qu'on a pu entendre et effectivement, c'est pas le discours des centres de planning familial. Sylvie Losberg. Oui, alors on a au Centre d'action laïque vraiment voulu savoir ce qui se passait dans les écoles parce qu'il y a des parents qui nous contactent en disant il s'est passé ça dans mon école. Et donc on a un jour identifié un groupe qui travaille beaucoup dans le Brabant wallon mais qui touche des milliers d'enfants avec des discours comme vient de le dire Lola sur l'homosexualité, l'avortement, la contraception, des discours très naturalistes et aussi des discours qui sont une vision complémentaire des êtres humains. Et donc les stéréotypes de genre. Les filles sont comme ça, les hommes sont comme ça, et ensemble ils font des enfants. Et en tant que fille, tu dois te comporter comme ça, en tant que garçon, tu dois te comporter comme ça. J'ai été un jour face à un conseiller de la ministre de l'enseignement de l'époque, et je lui dis, mais par rapport à l'homosexualité, vous devez rassurer les enfants dans les classes. Les enfants, ils n'ont pas choisi d'être homosexuels. Et il m'a dit, mais s'il y a un problème avec un enfant homosexuel, alors on fera venir une animation. Et donc, on se rend compte que, non, c'est pas un problème. Et non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est tout le monde doit avoir l'info, tout le monde doit s'y retrouver, tout le monde doit être écouté. Et c'est pas une lecture ou une autre. Et nous, les laïcs, on ne s'oppose pas à une lecture qui dirait, c'est bien de faire l'amour pour avoir des enfants. Oui, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est, si vous voulez, ouvrir le champ et permettre à tout le monde de s'y retrouver, que les gens soient catholiques ou pas, tout le monde a droit à la prévention et à la santé. Lola Clarvel, en 2012, l'Evras devient une mission obligatoire dans l'enseignement. Pourquoi à ce moment-là et pourquoi est-ce que l'Evras, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, c'est plus la sexualité qui est centrale ? Alors, je pense qu'il y a une réponse un peu plurielle. Déjà, pourquoi ça arrive à ce moment-là ? C'est parce qu'en 2003, il y a eu une étude qui a été menée au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a montré qu'il y avait d'importantes inégalités en matière d'éducation à la sexualité entre les élèves, entre les filières scolaires, entre les écoles, etc. Pourquoi c'est important de dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ? C'est parce que quand on dit le S d'Evras, c'est ça qui crispe. Quand on parle de sexualité, c'est ça qui fait peur. Et c'est important de rajouter ces deux lettres relationnelles et affectives parce que ça montre que la sexualité, ce n'est pas que les rapports sexuels, mais c'est toutes les autres dimensions de la sexualité qui sont les dimensions du développement psycho-affectif en fait. Mais donc c'est pour mettre en évidence qu'on ne va pas réduire ces séances d'animation à juste un cours sur, comme on le disait tout à l'heure, un cours sur la biologie ou un cours sur la reproduction, mais qu'on va prendre en considération d'autres dimensions qui sont importantes aussi dans la vie des enfants et des adolescents. Ouais, Sylvie Losberg, vous avez été actrice, vous, dans l'édification de cet Evras au cours des années 2010 et puis un peu après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a fallu dialoguer entre plusieurs visions de l'éducation à la vie sexuelle et relationnelle et affective, et que donc c'est un compromis, cet Evras, parce que dans la polémique actuelle, si on se repose dans le présent, on dit c'est les centres d'action laïque qui a tout écrit, quoi. Non. Alors il faut revenir sur la question Evras de l'acronyme. Au départ, c'était VAS, les cellules VAS, vie affective et sexuelle. Ouais. C'est le pilier catholique qui a demandé qu'on ajoute relationnel. Et à ce moment-là, on a commencé à discuter. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2014 après l'inscription dans les missions de l'enseignement, qui est en fait une victoire de la plateforme Evras que nous avons créée en mettant tous les acteurs autour de la table, parce que justement, on ne voulait pas avoir une lecture unique et on veut que tous les enfants soient, au fond, accompagnés et écoutés. On a fait les états généraux de l'Evras et on a invité la ministre de l'époque, Marie-Martine Schins, donc le pilier chrétien, à venir parler avec les acteurs. Et je crois que ça a été vraiment un moment déclencheur qui a permis aussi aux politiques de dire on va discuter ensemble. Et c'est ce qui s'est passé avec le guide et les stratégies concertées, où vous avez le syndicat de l'enseignement catholique, les parents catholiques qui ont participé à l'élaboration de ce référentiel. Et je crois que ça, c'est vraiment une grande avancée sur les 10 dernières années. C'est ce qu'on peut souligner. Et on entend dans les débats aujourd'hui sur l'Evras, effectivement, qu'il y a largement un consensus sur le contenu de ce que doivent être ces programmes. Ce qui crispe aujourd'hui, c'est une partie de ce guide de l'Evras, c'est une partie de ces programmes. C'est les questions vraiment d'identité de genre et d'orientation sexuelle, Lola Clarvel.
Oui, je crois qu'il y a peut-être un peu des confusions parfois parce que quand on parle des questions de genre, en fait, elles dépassent largement les questions d'identité de genre. Donc, c'est vrai que quand on vient bousculer, en tout cas aborder les questions des stéréotypes de genre et que finalement on dit mais oui, c'est vrai, pourquoi on attribue telle caractéristique de manière naturaliste, comme l'a dit Sylvie, aux garçons et aux filles. Voilà, déjà, il y a des personnes pour qui questionner ces normes-là, ça pose un problème. Après, effectivement, il y a les questions d'identité de genre. Je pense qu'il y a aussi là aussi peut-être un peu des confusions sur la manière dont c'est abordé en animation Evras. L'idée de ces animations, c'est d'avoir un espace neutre. On a beaucoup entendu ça ces derniers jours, la question de la neutralité à l'école. La neutralité, ça ne veut pas dire qu'on va censurer certaines questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aborder les questions qui dérogent. Au contraire, ça veut dire qu'on crée un espace de débat, on crée un espace de discussion et un espace d'information. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit censurer certains sujets. Oui, Sylvie Lotsberg là-dessus, sur ces toutes nouvelles dimensions. On l'a bien vu, l'histoire de l'éducation sexuelle, c'est chaque fois des couches. Il y a le biologique, puis il y a la protection au risque, et puis bon, le plaisir. Tout ça, c'est des couches supplémentaires. Et là, maintenant, c'est vrai que les questions d'identité sexuelle, d'identité de genre, sont un peu éclipsent tout le reste. Hein. C'est un peu comme le sida éclipsé dans les années 80, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que tout à coup, on met le focus sur un élément. Et c'est vrai que l'intersexualité, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec un sexe qui n'est pas totalement défini, c'est un phénomène qui est très peu connu. Et on en parle très très peu. Maintenant, on en parle davantage. Et puis, on voit davantage aussi les personnes qui changent de genre assumer cette transition avec tous les processus médicaux, etc. Mais derrière ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la labellisation, elle vaut pour tous. Hein. Donc ça veut dire qu'un transactiviste qui viendrait raconter n'importe quoi dans une école, ce n'est plus possible puisqu'il y a un label. Et je crois que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que la généralisation, c'est tous les enfants égaux devant l'information. Comme l'a dit Lola, dans les écoles techniques et professionnelles, il y avait 20% d'animation, comparé aux autres, mais ils sont à 60% actifs sexuellement, alors que dans le réseau général, ils le sont beaucoup moins. Donc, on voit bien que cette inégalité, il faut la prendre en compte. Donc, il y a cette dimension-là, et la dimension, donc généralisation, et la labellisation. Les acteurs qui rentrent, ils sont labellisés, et donc ça veut dire qu'on sait ce qu'ils disent, comment ils le disent, et avec quels outils. Merci Sylvie Lotsberg d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes historienne, psychanalyste et également que vous travaillez au Centre d'Action Laïque. Merci Lola Clarvel, directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Soluma, une émission réalisée par Bawandine et coordonnée par Émilie Malice.